Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sylvain, General Manager de Happy Here en France. J'aimerais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, Happy Here, c'est une plateforme de location de boutiques éphémères et de showrooms. Nous sommes présents à Londres, à Paris, à New York et nous avons comme objectif de donner vie à des centaines d'idées chaque mois dans chacune de ces 3 villes. Pour célébrer toutes ces idées et créer des liens avec les marques et les entrepreneurs qui nous font confiance, nous organisons plusieurs fois par an des Underground Sessions, des débats intimistes rassemblant un panel d'experts autour d'une thématique. Pour cette première Underground Session de l'année 2018, nous avons invité 4 expertes et entrepreneurs à débattre et à partager leur vision du nouveau luxe. Le luxe sera-t-il en pleine révolution? Collaboration inattendue, nouveaux modes de communication et de consommation, les pratiques de ce secteur ne cessent de changer, de nouveaux acteurs émergent, disruptant un marché qui ne connaît pas la crise. En accord avec nos invités, nous avons décidé d'axer cet échange autour de 4 grands thèmes. Le premier qui est le développement durable, le deuxième, nouveaux clients, nouvelles exigences, les nouvelles tendances retail et enfin la technologie au service de l'expérience utilisateur. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Michaud-Missègue. Bonsoir. Hélène Sarfati-Leduc. Bonsoir. Lisa de Calbiac. Bonsoir. Et Vidya Narine. Bonsoir. Merci, ça va. C'est l'ambiance. Pour vous présenter, donc Audrey, vous êtes diplômée de l'Institut supérieur européen de la mode. Vous avez notamment travaillé chez Cosmopolitan, Yard et Jimmy Fairly avant de rejoindre le groupe Estée Lauder, leader de la beauté, avec près de 30 marques haut de gamme vendues dans 150 pays dans le monde. Vous êtes en charge de la stratégie influenceur et social media du groupe. Oui. Je ne savais pas que vous avez toutes les infos. Hélène, vous êtes diplômée d'un master en innovation, design et luxe. Vous avez notamment travaillé à la Fédération de l'énoblissement textile, vous me direz peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit, et à l'ONG Yamana, avant de créer le French Bureau en 2016, afin d'accompagner les marques et les acteurs du secteur du luxe sur leurs problématiques RSE et sur le développement durable. C'est à peu près ça, enfin, c'est même ça. Lisa, vous êtes diplômée d'un master en management à la Cage Business School. Vous avez notamment travaillé chez Harrods à Londres et chez Chanel à Paris sur différents postes, merchandising, CRM, e-retail et digital. Vous avez ensuite créé en 2016 Boro, une plateforme de location de vêtements et accessoires de créateurs avec Anna Fishbain, qui est dans la salle, je crois, également ce soir. Et enfin, Vidya, vous êtes diplômée de l'école du Louvre en histoire de l'art. Vous avez notamment travaillé pour NA à Tokyo, Surface Air to Air à Paris et vous avez développé les rendez-vous Trade Show jusqu'en 2009. Vous avez ensuite créé le New Black, une plateforme de gestion des wholesale B2B, connectant d'un côté les marques de mode et créateurs et de l'autre les acheteurs, revendeurs multimarques. C'est exact? C'est ça. Parfait. Bienvenue à toutes les 4 et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, premier sujet, et je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde ici, c'est le développement durable qui nous concerne à titre personnel, à titre professionnel. Hélène, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un premier état des lieux en fait, de la situation dans le secteur du luxe par rapport au développement durable? Quels sont les engagements qui sont pris par les acteurs et par les marques dans ce secteur? Alors je vais essayer de faire vite et simple. Un état des lieux de l'engagement, développement, enfin responsable des marques de luxe. Moi je dirais à la base que pour être une marque de luxe, on est obligatoirement responsable. C'est complètement consubstantiel du business model d'une marque de luxe dans la mesure où elle doit veiller à la qualité des approvisionnements, au respect de la biodiversité pour avoir des parfums d'exception, au respect du bien-être, enfin en tous les cas des conditions d'élevage pour la peau. Donc clairement aujourd'hui ce qu'on remarque de très net, c'est que le luxe ne parle pas du tout comme il a pu le faire il y a quelques années, on va dire en le résumant de bling bling, on parle beaucoup plus aujourd'hui de main de l'homme, de savoir-faire, de territoire, donc a complètement déplacé son discours et on va trouver beaucoup d'informations sur leur site, notamment sur vraiment au niveau corporate, beaucoup moins sur les marques en elles-mêmes. Donc la différence, c'est qu'elles mettent en avant aujourd'hui ce qu'elles ne mettaient pas en avant précédemment et elles expliquent
à nous, clients, consommateurs, que quand vous achetez un produit d'exception, il est exceptionnel parce qu'il fait appel aux meilleures matières premières et qu'également il respecte absolument l'environnement. Donc en substance, on ne peut pas faire du beau en abîmant la planète. Et donc il y a un grand travail de pédagogie de la part des marques pour justement expliquer aux consommateurs leurs initiatives. Oui, en fait, on a 2 ou 3 grands groupes, on va dire, Kering, LVMH, Richemont, enfin dont on entend beaucoup parler. Kering a vraiment placé le développement durable au centre de sa stratégie, donc François Pinault le dit, on ne peut pas être une marque de luxe sans être responsable. Alors certaines vont travailler plus sur les aspects environnementaux, comme le groupe LVMH avec les objectifs, leur programme LIFE, mais eux ils sont vraiment axés sur les émissions de CO2, les réductions de consommation d'eau, voilà. Donc ils en parlent beaucoup sur leur site, encore une fois au niveau corporate, parce qu'on ne peut pas, quand on communique sur une marque, enfin en marketing, on ne peut pas véhiculer 2 messages en même temps. Donc vous avez toujours le plaisir, l'intérêt, enfin l'attractivité et le rêve que vous communique une marque de luxe, mais tous ces aspects-là, aujourd'hui vous en parlez de manière très claire sur les sites. Et quels sont les best in class dans ce domaine? Si vous avez une ou deux marques On va dire que sur les groupes, Kering a publié récemment un compte de résultats environnementaux, ce qui a été une grande première, et l'a mis en open source, c'est-à-dire qu'il a mis à la disposition de l'intégralité de la planète mode et luxe l'ensemble des impacts sociaux et environnementaux surtout, de l'ensemble des matières premières qu'ils utilisent dans leur production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de très nouveau, et qui vraiment montre qu'ils partagent complètement leurs connaissances. Alors, les best in class, on va dire que Kering est plus axé, est axé sur les 3 axes. En fait, il est vraiment sur le social, l'environnemental, l'économique. LVMH est plus vraiment axé sur la partie environnementale. Après, sur les marques elles-mêmes, on a évidemment Stella McCartney, mais parce que c'est la référence dans le domaine. Parce que c'est un business model qui est responsable complètement, mais chacune des marques à son niveau fait des choses différentes. Mais une chose est claire, c'est qu'aucune d'entre elles ne fait l'économie de cet aspect-là, c'est clair. Elisa, vous qui avez créé votre propre entreprise, vous avez placé au centre de votre stratégie le développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça vient surtout je pense que tout se place au niveau du consommateur. Et même pour rebondir sur ce que dit Hélène, si les marques et les entreprises parlent beaucoup plus de développement durable et de RSE, c'est parce que c'est aussi une demande du marché. Et quand on lit les études, ce qui est intéressant, c'est que les gens, enfin nous, avons un rapport compliqué entre le développement durable et notre consommation. Si on lit les études, on sait que tout le monde surconsomme. C'est-à-dire qu'un vêtement est gardé en moyenne 4-5 fois, 70% de la garde-robe n'est pas portée. Et quand on lit les études, on voit que 75% des gens veulent consommer de manière plus responsable la mode. Donc en fait, c'est pas compatible. Donc il faut trouver une alternative. Et l'alternative, elle passe par consommer différemment. Et du coup, c'est là qu'on est intervenu avec Boro. Donc Boro.com, c'est un site internet, c'est ce qu'on fait avec mon associé Anna, c'est un site internet qui permet d'emprunter le meilleur de la mode en quelques clics, et pas que d'ailleurs, puisqu'on vient d'ouvrir un showroom au 47 rue du Quart dans le Sentier, donc n'hésitez pas à passer. Et du coup, on propose une alternative sur un mode de consommation plus durable. Pourquoi ? Donc on propose une offre de vêtements qui sont déjà sur le marché. Donc on ne parle même plus de produire de manière responsable, on parle de réutilisation. Voilà, donc dans ce domaine-là, la manière de consommer et d'être un acteur immédiat de la mode responsable, il y a deux façons. Il y a l'achat-revente, c'est-à-dire réutiliser, donc acheter du vintage, acheter sur des sites de revente sur Internet, et il y a la location. Donc l'achat-revente, c'est quelque chose qui existe déjà et dont le succès n'est plus à justifier avec Vestiaire Collective, Vinted, qui sont des sites qui ont un énorme succès et qui sont en croissance. Et la location. La location, c'est un peu plus récent, mais philosophiquement, ça va un petit peu plus loin, puisque l'appétit de consommation est toujours plus gros avec l'utilisation des réseaux sociaux ou une simple lassitude de la garde-robe. Donc finalement, si notre appétit est toujours plus gros, si on réutilise et qu'on achète et qu'on revend, on va se transformer en mini-entreprise et on prendra un congé payé pour revendre sur Vestiaire Collective. Alors que si on part du principe que 70% de notre armoire n'est pas portée,
eh bien, pourquoi ne pas arrêter d'accumuler et toute cette partie-là, l'allouer pour accéder justement à ce renouvellement. Et vous avez même sur votre plateforme des robes de mariée, donc on est très très loin finalement du modèle d'acheter une robe de mariée et de la garder toute sa vie. Exactement, parce qu'en fait, justement, parce qu'on parle de luxe et de vêtements qui sont très coûteux, donc avec ce qu'on propose, la location, on permet deux choses. On permet une maximisation et du cycle de vie du produit. C'est-à-dire qu'un produit qui est normalement destiné à une élite économique internationale, donc à très très peu de femmes dans le monde, pour la haute couture, par exemple, c'est 200 clientes dans le monde, donc personne. On permet de démocratiser ça, puisque nous, on le propose au plus grand nombre. Donc ça, c'est pour la partie luxe, et en fait, on rend les choses accessibles, et en plus, on maximise leur utilisation, donc c'est complètement éco-responsable. Justement, je voudrais rajouter que Kering vient de lancer le luxe par abonnement. Donc ça veut bien dire, le groupe Kering réfléchit à cette question-là. C'est bien que ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est vraiment le fait de moins en moins posséder les pièces, mais avoir accès à ce vestiaire-là sans forcément l'acheter, avec une dimension responsable évidemment très importante. Donc il y a à la fois un changement sur le développement durable et un changement dans les usages. En fait, clairement, comme l'a dit Lisa à l'instant, on parle des 3 R, hein, le fameux reuse, reduce, reuse and recycle. En fait, donc la première entrée, c'est de réutiliser, ensuite de réparer, et la dernière chose qu'on peut faire, c'est recycler. Donc, quand on loue un vêtement, on est justement dans la réutilisation de son vêtement, avec un impact complètement réduit sur le plan environnemental, puisqu'on ne produit pas de nouvelles pièces. On ne va pas à nouveau chercher des ressources, tout en même temps répondant à un besoin qui est de porter des vêtements et de se sentir beau et d'avoir une belle robe de mariée et d'avoir une très belle pièce de créateur. Donc tout le monde est content. Et on répare un peu aussi, puisque comme on l'utilise plus, ça nous arrive de faire des petites retouches aussi. Donc on voit bien que le secteur du luxe est en pleine révolution. On voit aussi apparaître de nouveaux clients qui ont de nouvelles exigences. On parle beaucoup de la génération des millennials, entre autres. Audrey, comment est-ce qu'on s'adresse à ces nouvelles cibles, ces nouvelles générations qui sont à la fois multiculturelles et très connectées? Alors déjà, le luxe a mis du temps à se digitaliser et à parler aux influenceurs. Et pour prendre un exemple, Estée Lauder, ça fait à peine 3 ans. On est en transformation digitale et ça y est, on est digitalisé et tout va bien. Mais les influenceurs ont... La partie influence a commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans, et les réseaux sociaux également. On avait les réseaux sociaux qui étaient drivés par New York parce que Estée Lauder c'est un groupe américain, mais on ne parlait pas du tout à nos consommateurs français. Et il y a ce truc dans le luxe où on a des images, on se doit d'avoir une image un peu lisse, on a une image souvent un peu froide, et tout ça, ça fonctionne plus aujourd'hui. Donc il y a les marques de luxe qui y sont allées pied dans le plat. Ok, il faut faire du digital, il faut faire de l'influence. Le constat aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux et tout ce qui influence, c'est un marché qui est complètement saturé. Et justement, donc la problématique, c'est comment j'émerge, moi, en tant que marque de luxe, sur le digital, comment je parle à mes influenceurs. Et là, on vient ce dont vous avez parlé, il faut être beaucoup plus proche du consommateur. Donc on dit qu'il faut être consumer-centric. Et pourquoi? Parce qu'il faut rentrer déjà dans l'intimité des femmes. Alors, les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dans les produits. Ils en ont marre de se sentir complètement... manipulés par les marques, par le marketing. Ils veulent des choses un peu plus authentiques, ils veulent qu'on soit un peu plus accessible. Quand tu es une marque de luxe, c'est un peu compliqué. Au début, tu dis ok, bah moi non, mais en fait si, parce que tu as besoin de parler à cette cible-là et même à ton consommateur, millennials ou pas millennials finalement. On vient de lancer une marque en France qui s'appelle Origins, qui est justement hyper éco-responsable. Toute la communication et tout ce qu'on fait avec les influenceurs, c'est sur l'ingrédient. Sur Estée Lauder, qui est pas forcément, c'est pas sa stratégie d'être éco-responsable. On se doit aussi de faire de l'influence et du digital. Donc justement, on va aller chercher des femmes qui sont pas forcément dans la beauté, qui vont pas juste poster un produit, mais qui vont parler de valeurs. On va rentrer dans leur quotidien. Donc voilà. Mais le côté éco-responsable, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont nous, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est pas une problématique qu'on a tous les jours. Je sais que les équipes de com pure et dure sur le print, elles en ont parce qu'on est souvent accusés. Et d'ailleurs, on a donc 30 marques dans le groupe et il y en a 5
Aujourd'hui, pour ne pas être testé sur les... Enfin, la question de tester sur les animaux, c'est tu peux pas être vendu en Chine si tu t'es pas testé sur les animaux. Donc aucune marque n'a envie de se priver de la Chine. Nous, on a 5 marques qui s'en privent aujourd'hui. Donc on est souvent attaqué sur des sujets comme ça. Et justement, sur les réseaux sociaux, ça peut prendre des ampleurs ça peut être assez gros et devenir même un peu des drames. Donc on doit vite prendre la parole en tant que marque. Et les influenceurs, c'est pareil. Et d'ailleurs, il y a toute une team d'influenceurs qui se veut être éco-responsable, qui ne collaborent pas avec des marques qui ne sont pas cruelty-free, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on rencontre. Mais nous, notre stratégie en ce moment, c'est d'être très proche de notre consommateur et de casser un peu justement ces codes du luxe sur le digital, tout en restant dans nos valeurs de marque, l'image, etc., etc. C'est un challenge quand tu es une marque de luxe c'est beaucoup plus dur que quand tu es une marque un peu plus masse ou quand tu es né sur le digital ou des choses comme ça. Voilà. Et lorsqu'on parle des influenceurs, ce sont les influenceurs qui influencent les consommateurs, mais est-ce que les influenceurs influencent également les marques dans leur stratégie, finalement? Moi, je suis toujours partie on est tous influenceurs. On influence tous quelqu'un, qui qu'on soit, si on a réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de marques dans la beauté, je parle sur la beauté et même un peu la mode, collaborent étroitement avec les blogueurs. Il y a même des marques qui sont créées par des blogueurs ou des collaborations qui sont faites. Il y a même des marques qui vont copier ce que certains influenceurs ont fait. Tout le monde fait. Ce qui est un peu dur en ce moment, je trouve, et justement, c'est comme ça qu'une marque va pouvoir émerger sur le digital, c'est d'avoir la big ID et de pouvoir un peu sortir de tout ce qui se fait. Tout le monde se copie un peu et le digital, c'est facile pour ça. Donc ça peut être très inspirant, mais ça peut être aussi, on se retrouve à faire un peu tous les mêmes choses. Donc oui, les influenceurs... d'ailleurs, aujourd'hui, les influenceurs ont tous leur marque, ont tous fait une collab, ont tous sorti quelque chose d'un peu nouveau, voilà. Mais c'est vrai que, enfin, juste pour revenir sur l'aspect, le rapport du luxe avec les influenceurs, c'est que les démarches, enfin les choix de Gucci, par exemple, d'arrêter la fourrure, ça a été un choix stratégique extrêmement judicieux, puisque clairement c'était la marque que les millennials préféraient dans le luxe. Justement du fait de cette puissance des réseaux sociaux, les questions de la fourrure ont énormément agité la sphère, et donc en arrêtant la fourrure, ils ont marqué un coup très important et fait une énorme communication à la marque dans un contexte justement de réseau où on est complètement submergé dans le bruit ambiant, où maintenant on va liker, enfin balancer des trucs sur Instagram, et que c'est compliqué pour une marque aujourd'hui de se rendre visible. Et Vilia, vous qui avez une plateforme et vous êtes de l'intermédiation, est-ce que vous avez des règles, par exemple, pour parler de la fourrure? Est-ce que vous avez par exemple interdit la fourrure sur votre plateforme, ou est-ce que vous avez des problèmes? Alors nous, on n'a aucune marque qui fait de la fourrure à ma connaissance aujourd'hui, mais on n'a pas on n'intervient pas dans le choix de présentation des collections. Nous, notre rôle, il est pas là. Il est vraiment de donner un outil aux marques de mode pour montrer leurs collections et les vendre pendant les Fashion Week, mais aussi tout le reste de l'année à des détaillants. Et donc les détaillants, c'est les acheteurs multimarques, les grands magasins, les boutiques multimarques. Et en fait, nous, on s'est créé en 2009, juste après la crise financière. Moi, j'étais déjà dans le milieu des salons et des showrooms et de la Fashion Week. Et en fait, on a vu, pour rebondir sur cette prise de conscience, en fait, sur toute la perte d'énergie, la pollution que crée la mode et la prise de conscience par l'industrie elle-même, en fait, c'est vraiment la crise en 2008 qui a généré une espèce de sursaut dans l'industrie. Le milieu des Fashion Week, le business entre les marques de mode et les détaillants, c'est en fait un business où on voyage beaucoup, on produit beaucoup de documents. C'est pas du tout un mode de vie fantaisiste. C'est que vraiment les marques de mode se trouvent dans différentes capitales. Que quand on est un acheteur japonais, en fait, il faut aller à Paris, à Londres, à New York, etc. pour se tenir au courant des dernières tendances, des nouveautés, des nouvelles marques. Mais en fait, en 2008, ça a vraiment fait un choc, cette crise financière, et c'est devenu insupportable pour les marques de mode comme pour les acheteurs de voyager trop, de voyager mal, de
pas avoir une relation qualitative en fait entre la marque et l'acheteur, parce qu'on se voit 5 minutes et on se dit bon on se verra à Londres, etc. Donc il y avait quelque chose d'un peu absurde dans la relation. Et il y avait quelque chose d'un peu absurde aussi dans la production de documents. Les salons de mode, pour ceux qui sont allés dans les salons de mode, c'est beaucoup d'air conditionné, c'est beaucoup d'avions, c'est beaucoup de transport de collection d'un bout à l'autre de la planète. Et tout ça, en fait, c'est devenu discutable, voire pas acceptable, en fait. Donc ça a fait une prise de conscience. Et l'autre prise de conscience, c'est aussi la fast fashion, qui a été le boom de la fast fashion dans les années 2010. Ça a été tellement brutal et qu'en fait, ça a perturbé, ça a remis en question les créateurs. Les créateurs se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau rythme de production effréné? Ils ont cherché à suivre. Et donc, ça a donné lieu, au lieu de 2 collections par an, à 4 collections par an. Donc, les pré-collections, les collections, les capsules, les permanents, etc., pour essayer de rester dans la course. Et nous, ce qui est beau dans notre domaine, à nous, le business wholesale, qui a un nom un peu moche, mais en fait c'est un domaine qui est assez beau, c'est que c'est des produits qui sont très créatifs et qui sont partagés entre des acteurs qui viennent d'un bout à l'autre de la planète. Donc un acheteur japonais justement qui découvre un très beau produit à Paris, il y a vraiment un échange culturel, un échange sur la créativité, sur l'histoire de la marque, etc. Et en fait, les Fashion Week, bon, voilà, ça a été très bouleversé par ces 2 chocs-là. Et nous, ce qu'on a cherché à proposer, c'est une plateforme en ligne qui permet de prolonger, entre guillemets, l'expérience des Fashion Week et de pas se concentrer uniquement sur 4 jours de vente à Paris, 4 jours de vente à New York, mais plutôt d'avoir une période de vente qui est totale, c'est-à-dire du jour où la collection est disponible jusqu'au jour de la production des ventes, qui se passe 24 heures sur 24 partout dans le monde et donc qui n'est pas limité à un seul endroit et qui permet à la marque après de nourrir la relation avec l'acheteur toute l'année. Donc là, je suis en train de déborder sur un autre sujet, mais ça permet d'apporter plus de flexibilité aussi. Voilà, plus de flexibilité et puis d'avoir une relation plus riche avec l'acheteur. Et c'est ça qui a permis le digital. Et en fait, ça rejoint une notion de service, mais dont on peut parler après. Et vous parlez justement de l'international. Hélène, est-ce que dans le développement durable, on a des attentes ou des exigences qui sont différentes en fait, en fonction que l'on soit à l'autre bout du monde, que l'on soit américain, chinois ou peut-être français ? Absolument, en fait, on va dire que nous, dans les pays du Nord, on est vraiment arrivé à un grand niveau de maturité sur ces questions-là. Donc il faut voir vraiment, quand on remonte vraiment vers le nord de l'Europe, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir vendre un vêtement quelque part sans avoir de critères sociaux et environnementaux. En tous les cas, on vous les demande chez les détaillants, dans les boutiques. Il y a des zones évidemment comme la Chine ou la Russie où on est peut-être moins sensible à ces questions-là, mais encore une fois au sein même de ces différents pays on voit émerger des nouveaux modes de consommation avec des populations de plus en plus sensibles. Donc même en Chine, par exemple, il faut savoir que la Chine est leader mondial du recyclage des bouteilles d'eau, donc on n'imaginerait pas que les questions de pollution, vous parliez de la crise tout à l'heure, sont devenus vraiment un enjeu de santé publique très important et que donc on s'y met aussi pour ces raisons-là. Et du coup, ça encourage la population à aller dans cette direction. Donc voilà, on va dire que globalement, dans les pays, même les pays émergents qui accèdent à la consommation, il y a par exemple dans le luxe une réappropriation du capital culturel local. On a envie, quand on est un consommateur de luxe chinois, on a fait le tour du luxe européen et on a envie un petit peu de se recentrer sur ce qu'on peut faire dans son propre pays. Et toujours avec, encore une fois, ce retour vers le territoire, la main de l'homme, la fierté. En Afrique aussi, on le voit beaucoup. Il y a eu un moment où on a inondé l'Afrique avec les fripes, avec nos vêtements. Et aujourd'hui, tous les grands rappeurs, par exemple, qui étaient très bling-bling, affichaient des marques de luxe, commencent à s'habiller avec des choses faites sur place par des tailleurs sur mesure. Donc vraiment, ça évolue vraiment dans ce sens-là. Et donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Au contraire, ça va vraiment dans le sens qu'on défend tous ici. Et pour rebondir sur l'influence et le luxe, c'est un concept qui est très important pour les marques de luxe puisque le but ultime du luxe, c'est d'être aspirationnel et désirable. Donc l'enjeu est sur l'image et les marques de luxe pensent à juste titre que si on est aspirationnel et désirable, ça va driver business et non l'inverse. Donc c'est un concept qui est ultra présent pour les marques de luxe. Néanmoins, ce sont des produits qui sont pas destinés à tout le monde, puisque économiquement, c'est destiné à quelques personnes, à une élite qui est plutôt mondiale et pas dans tous les marchés. Et c'est là où le concept aussi de partage et d'économie circulaire et de réutilisation est important.
c'est que les marques de luxe, pour avoir de l'influence, vont aller voir ce qu'on appelle des influenceurs. Et il y a une partie des influenceurs qui se font prêter par les meilleures marques, une partie des influenceurs qui ne sont pas approchés par les meilleures marques et qui veulent faire aussi des jolies photos avec les marques que tout le monde veut porter. Donc c'est un espèce de système qui est un peu pervers. Par ailleurs, le système de partage n'est pas très bien réparti, puisque les gens qu'on appelle des influenceurs, les budgets médias des marques s'étant déplacés vers ces personnes-là, sont alimentés en permanence pour les plus influents de cadeaux, de marques, etc., qu'ils ne peuvent même plus porter eux-mêmes. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces vêtements? Est-ce qu'on les donne? Est-ce que donc il y en a qui les ont en cadeau et qui les revendent? Est-ce qu'on les loue? Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer autour de ça et de ce qu'on appelle l'influence aujourd'hui. Justement, c'est un marché qui est complètement saturé pour ces raisons-là, mais aussi parce que le consommateur s'y retrouve pas. En fait, il sait que la fille a été payée, que donc justement maintenant il faut aller au-delà de tout ça, aller pas forcément voir une fille qui va avoir 1 300 000 abonnés, mais aller chercher des femmes qui, par les valeurs ou parce qu'elles véhiculent, qui auront peut-être moins de visibilité digitale, mais qui auront un vrai storytelling derrière et qui auront vraiment un truc à raconter. C'est comme ça que maintenant les marques vont réussir. En fait, l'influence, oui, maintenant c'est plus j'ai 1 million d'abonnés, c'est genre qu'est-ce que je vais raconter, c'est de la sincérité, de l'authenticité, de l'accessibilité. Et justement, sur certaines de nos marques, on essaye d'aller voir d'interroger des femmes qui sont pas forcément dans la beauté, qui sont aussi des chefs cuisiniers. Par exemple, pour Estée Lauder, on fait travailler une femme qui est chef, des peintres. On va vraiment dans d'autres univers. Elles n'ont pas forcément 100 000 abonnés, les 3/4 ont moins de 10 000 abonnés, mais justement leur pouvoir de prescription et ce qu'il y a derrière est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant. Après, on sait que quand on est Estée Lauder et qu'on vend un sérum à 100 €, on sait que tout le monde ne va pas pouvoir se l'offrir non plus, donc c'est pour ça que c'est important de cibler aussi. Après, l'influence, il y a plusieurs objectifs. La base de l'influence, c'est aussi une histoire d'image et d'awareness, avant même de faire du business directement derrière. Mais après, justement, sur la question des pop-up stores et des expériences éphémères, dont évidemment Apierir est un peu spécialiste, on voit de plus en plus cette utilisation du pop-up store comme un moyen, un outil d'image, plus qu'un outil de génération de chiffres. Quelle est la stratégie en fait influenceur, ou comment est-ce qu'on utilise les influenceurs dans le cadre d'activation de ce type-là? Alors c'est un point un peu touchy parce que justement la grande question sur le digital, on peut tout contrôler, donc quand on fait de l'influence ou du média, on traque tout, on sait ce qui nous a généré des ventes ou pas. Moi, mon point de vue quand je suis arrivée chez Estée Lauder, c'est de leur dire attention les gars, l'influence c'est pas du business directement, c'est avant tout de l'image et de l'awareness, mais in fine, tu as quand même envie de faire du direct to store et c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. Sur la partie pop-up store, c'est différent pour moi. Justement, l'influence a toute son... Le pop-up store, donc l'idée du pop-up store, c'est que ça ne va pas durer éternellement, que c'est souvent sur des courtes durées, et que l'avantage de l'influence et des réseaux sociaux, c'est de créer un buzz qui est souvent... un buzz donc qui ne va pas durer très rapidement. Et justement, elles ont ce pouvoir de prescription, et c'est là où on fait du drive to store, parce qu'il y a elle est allée là, du coup ça va durer que 3 semaines, donc si j'y vais pas maintenant, etc. Est-ce qu'on peut considérer que les influenceurs sont vraiment une pièce maîtresse en fait? Ouais, en général, d'ailleurs, il n'y a pas un pop-up store, il n'y a pas le levier influence à chaque fois a été utilisé. Et justement, il y a Tara Jarmon et sa fille ont lancé une marque il y a une semaine qui s'appelle Mirae, qui est une marque 100% digitale, et elles sont passées par vous justement pour leur pop-up store. Et le premier levier qu'elles ont utilisé, c'est l'influence, et pendant une demi-journée, elles ont fait vivre une expérience dans leur pop-up store à peu près toutes les influenceuses de Paris. Moi, je voulais juste revenir sur... pardon. Oui, j'allais vous poser une question. Non, c'était sur l'idée des influenceurs. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant en fait, les influenceurs, ce qui nous influence finalement, c'est plus près de chez nous qu'avant. Les acheteurs professionnels s'intéressent aux marques qui sont pas loin de chez eux, parce que en fait, au départ, c'est plutôt qu'on on n'avait plus les moyens de faire toutes les Fashion Week, donc on a regardé les acheteurs ont commencé à regarder ce qui se passait autour d'eux, mais du coup, ça a encouragé un commerce local, des réseaux locaux qui s'encouragent. Et un exemple ici, par exemple, c'est Centre Commercial, la boutique rue de Marseille qui a été montée par l'équipe de Veja et qui
qui met en avant un réseau de marques qui produit localement. Alors pas forcément en France, parce que tout le monde ne peut pas produire en France et c'est difficile pour une marque d'avoir une qualité de production exceptionnelle à des prix raisonnables, mais qui produit en Europe, et il y a tout un échange régulier chez Centre Commercial. Il y a des conférences, il y a des signatures de livres, il y a des échanges d'idées en fait qui sont presque politiques sur la mode, mais aussi sur, je sais pas, le féminisme, ou sur différents sujets, ou réfléchir juste à comment on consomme, ce qu'on fait là, par exemple. Donc je trouve ça intéressant, en fait, les réseaux d'influence qui sont de plus en plus locaux. Il y a un autre réseau aussi que je trouve intéressant, parce que j'ai l'honneur d'en faire partie, qui s'appelle Wise Women, et qui est un réseau qui a commencé localement, qui a été lancé entre autres par Marussia chez Andrea Cruz. Et donc qui met en relation les femmes, les idées, les activités des femmes, et il y a un espèce de réseau d'entraide comme ça qui se fait. Donc je m'éloigne un peu du sujet influenceur digital, mais c'est juste que la crise financière dont on parlait, et puis cette prise de conscience un peu éthique, éco, elle a fait naître aussi une envie de faire du réseau et de l'influence pas loin de chez soi, et de se servir de ce qu'il y avait pas loin. Mais justement, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on était tous influenceurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, dans ce domaine-là de la responsabilité, c'est le citoyen qui est vraiment... Enfin, le pouvoir est vraiment au citoyen. C'est vraiment à nous d'agir et de communiquer et de raconter nos histoires. Et notamment, vous parliez de centre commercial. Un centre commercial avec Veja fait partie du mouvement Fashion Revolution. La fameuse semaine qu'on organise chaque année dans le monde aujourd'hui, la semaine du 23 au 29 avril pour commémorer la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, qui a été énormément médiatisée, où là il y a eu aussi un basculement dans la mode et dans la prise de conscience à partir du moment où on a vu les images et on a vu tous ces blessés, tous ces morts-là. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que nous, on a énormément de visibilité, énormément une voix très forte avec Fashion Revolution, qui est présente dans plein de pays, et que nos pages, nos réseaux sociaux, nos pages Facebook sont extrêmement suivies, que l'information est vraiment relayée, et que les marques s'adressent beaucoup à nous, comme influenceurs justement, et nous communiquent à chaque fois tous les éléments de réponse qu'ils ont à toutes les remises en cause qu'ils peuvent avoir sur les questions de la mode aujourd'hui. Donc clairement, il y a vraiment un relais d'influence très fort des consommateurs qui finalement, je crois, ne sont plus tellement... Même nos consommateurs sont nos ambassadeurs et nos influenceurs. On essaye justement de travailler sur ce sujet-là, mais nos consommateurs sont nos premiers, nos clients, nos consommateurs, sont nos premiers influenceurs. Je crois que la confiance, elle se fait beaucoup sur la transparence maintenant, et c'est pas juste mon produit est luxueux, j'ai une marque de luxe. C'est pas juste le logo qui fait que le consommateur a confiance en la marque, c'est parce que la marque a un discours de transparence, qu'elle communique très facilement, comme Kering par exemple, mais où est-ce qu'elle produit, dans quelles conditions, et je pense que c'est ça qui crée une vraie relation avec la marque. On parle d'ailleurs de story proving. Ouais, le nouveau barbarisme, c'est plus le storytelling. Et ce qu'on va dire aux marques aujourd'hui, on va leur dire ne me dis pas ce que tu fais, montre-moi ce que tu fais. Et la question de la transparence, elle provoque aussi une forme d'indulgence du consommateur. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus enclin à pardonner à une marque de ne pas être parfaite parce qu'elle dit véritablement tout ce qu'elle fait ou ce qu'elle n'arrive pas à faire, plutôt qu'une marque qui va essayer de masquer des choses, mais qui forcément va se faire coincer du fait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça devient impossible de cacher quoi que ce soit. Ouais. On se fait épingler immédiatement. Donc, tant qu'à faire, autant tout raconter. Lisa, vous avez créé une plateforme qui est vraiment 100% digitale. Après, il y a une réalité vraiment logistique derrière. Comment est-ce que vous voyez les choses sur l'avenir en fait du retail entre le digital d'un côté, les magasins physiques de l'autre? Vous avez pu faire le choix aussi de monter un magasin physique, mais vous avez pris cette décision de partir sur le 100% digital. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre les deux, entre le digital d'un côté et les magasins physiques de l'autre? Je pense que le digital est un outil qui s'impose aujourd'hui parce que ça permet d'être visible dans le monde entier. Donc déjà, ça n'a pas du tout le même impact qu'un point de vente physique qui est plus local. Donc ça, c'est la différence entre les deux. On a fait le choix d'aller sur le digital puisque on peut essayer chez soi. Néanmoins, le rapport physique et digital, ce sont deux écosystèmes qui s'auto-alimentent l'un et l'autre. Au début, il y a quelques années, quand le digital n'avait pas autant d'ampleur qu'aujourd'hui et n'était pas le relais de croissance, on prenait Internet comme quelque chose qui allait cannibaliser les ventes physiques. Or, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a du drive to store et du store to web. Donc c'est
c'est deux choses qui s'auto-alimentent. Donc après, c'est pas les mêmes objectifs. Sur Internet, on peut tout faire. Vous pouvez notamment utiliser le CRM pour vous adresser à la bonne audience au bon moment avec le bon message. Quelle est votre stratégie de CRM et comment est-ce que vous faites pour vous différencier des centaines, si ce n'est des milliers de messages auxquels les consommateurs et les consommatrices sont exposés au quotidien? Alors, donc, pour parler du CRM du luxe, je pense que pour avoir travaillé chez Chanel aussi, donc j'ai un peu une idée de ce qu'est le CRM dans le luxe. S'adresser aux masses et s'adresser à une petite clientèle, c'est pas la même chose. Le luxe, ça veut dire faire dans la dentelle. C'est-à-dire avoir non seulement une qualité dans l'exécution, dans la connaissance de la personne et dans les outils, et de l'excellence dans l'entretien de cette relation client. Donc ça va être par des petites attentions, par des événements ultra exclusifs, par des attentions pour les anniversaires, des cadeaux de fin d'année, parce que la valeur cliente est très importante. Le CRM de masse, c'est quelque chose qui est beaucoup moins subtil, avec des ficelles qui le sont moins. Il y a une différence, et c'est là qu'en tant qu'innovateur et de start-up dans la mode et dans les vêtements et les accessoires de créateurs, et ce qu'on fait bien, parce que le luxe fait bien justement sur le réseau physique, mais le luxe pêche un peu sur le côté digital, parce que c'est pas leur culture initiale. Ils savent très bien traiter une cliente en boutique, parce que c'est leur culture, c'est chaque cliente exclusive a sa vendeuse, la vendeuse connaît par cœur les goûts de sa cliente et l'appelle pour lui proposer des nouvelles robes qui viennent d'arriver, des nouvelles collections, etc., etc. Sur le digital, en ligne, les marques de luxe sont paumées, essayent d'appliquer des recettes CRM un peu de masse, mais sans l'être trop, en essayant de personnaliser, mais c'est pas leur métier, donc elles apprennent et elles essayent de faire le maximum avec ça. Là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on fait avec Boro, c'est que en tant que start-up et pure player au départ de la location de vêtements et d'accessoires de créateurs, on doit retranscrire un service et une excellence au meilleur de ce qu'on peut faire en ligne. Et du coup, on a mis en place des outils. Donc, on a un chatbot qui est disponible sur le site internet où on discute avec les clients. Donc, on a ce côté personnalisation parce que derrière le chat, il y a une styliste qui est là pour conseiller la personne au mieux sur ses choix, sur accessoiriser sa tenue, sur comment ça va lui aller, ce genre de choses. Donc là, c'est la combinaison de la valeur ajoutée humaine et de la technologie. Exactement. Vilia, vous avez créé une plateforme pour vraiment digitaliser les showrooms. Qu'est-ce que la technologie et l'innovation apportent de différent? Qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à la technologie? En fait, il y a eu une vraie évolution du comportement de l'acheteur professionnel sur 10 ans. Donc, il y a 10 ans, l'acheteur professionnel allait sur les Fashion Week deux fois par an. La marque lui présentait sa collection, l'acheteur prenait sa commande, repartait chez lui, voilà. Bon. Entre-temps, il y a eu la crise financière, on en a parlé tout à l'heure, la fast fashion et aussi le e-commerce qui a complètement bouleversé la façon dont chaque consommateur se comporte. Et en fait, l'acheteur professionnel, c'est aussi un consommateur B2C, enfin, comme tout le monde, en fait, comme chacun d'entre nous. Et donc, ces attentes en termes de service et de personnalisation ont été complètement bouleversées. Et aujourd'hui, il attend énormément de la part de la marque de mode. Et vous ne pouvez plus, aujourd'hui, quand vous êtes une marque de mode, donner toute votre attention à tous les outils B2C, donc Instagram, à avoir une image hyper léchée dans tout ce qui est B2C et à laisser un peu à l'abandon votre B2B. Aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait pas de rupture entre la manière dont vous présentez votre marque aux consommateurs et aux consommateurs B2B. Il faut que l'image de votre marque soit très forte, il faut que le niveau de service soit très bon. Et c'est ça que la digitalisation, enfin ce que nous on essaye d'apporter, c'est un niveau de service qui soit complémentaire de ce qui se passe en showroom physique. En showroom physique, la marque de mode, elle va accueillir son acheteur dans un magnifique endroit avec des très belles fleurs, du champagne, etc. Et nous, on essaye de prolonger cette expérience-là avec une très belle expérience utilisateur, avec des contenus qui sont riches. Et voilà. Donc c'est un niveau de service qui a évolué auprès des acheteurs. Et si on parle vraiment de la technologie, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Est-ce que dans les prochaines années, on va tous se retrouver avec des casques de virtual
Reality pour pouvoir voir en fait le showroom. Enfin, je sais pas si, pour la question du retail tout à l'heure, je sais pas si il faut aller si loin tout de suite. Enfin, nous, il y a des fantasmes sur les plateformes comme les nôtres depuis le début, qu'on allait remplacer les salons, ou la réalité augmentée, que on allait aller dans des showrooms avec des choses en 3D et que voilà, on allait acheter comme ça. Mais en fait, pas loin de nous, il y a déjà des choses hyper innovantes. À quelques rues, il y a la boutique d'Antique Batik que j'ai revisité il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé l'expérience client hyper belle parce qu'en fait, on propose que quelques pièces très sélectionnées, que le reste de la collection, on peut l'avoir sur un iPad. Et en fait, c'est pas, ça va pas aussi loin que ce que vous dites, mais c'est déjà une belle expérience client et qui est nouvelle et on est dans un très bel univers de marque. Il y a Farfetch qui est la plateforme avec toutes les boutiques en ligne, ce projet extraordinaire pharaonique qui vaut 1 milliard ou plus maintenant, la licorne qui a racheté Browns et qui va en faire qui en fait une expérimentation sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui le commerce omnicanal. Donc il y a plein d'expériences déjà autour de nous sans aller aussi loin qui sont super. Et pour revenir au showroom, je pense que nous on peut encore aller plus loin dans la personnalisation. Aujourd'hui, on personnalise beaucoup avec le consommateur B2C et je crois que c'est par là qu'on va aussi avec le wholesale. C'est un détaillant, maintenant il faut le connaître, il faut lui proposer des choses qui vont dans sa sélection, il faut lui montrer qu'on connaît sa sélection, son positionnement, qu'on l'apprécie, comme on le fait avec qu'on le valorise autant qu'un consommateur B2C, quoi. Mais dans le cas vous parliez de Farfetch, Fendi a lancé sur le site Farfetch en exclusivité la customisation de ses sacs. Donc en fait, vous parliez de la frilosité du luxe par rapport au digital. Donc il y a des grandes maisons comme Chanel qui encore refusent, sont parmi les dernières à vendre en ligne en fait, contrairement aux autres. Mais regardez Hermès qui est cité en premier à chaque fois qu'on demande à nommer une marque de luxe, on dit Hermès. Mais ils ont été complètement pionniers sur le digital, ils vont très très loin tout en gardant une image d'exclusivité luxe et en même temps très avant-gardiste là-dessus. Mais après, on peut trouver des biais comme justement Chanel qui a investi dans Farfetch. Donc c'est une façon pour Chanel d'intégrer une part du digital sur lequel ils ne veulent pas aller, mais sur lequel il y a un marché qu'ils doivent justement capter aussi. Et les customisations des sacs Fendi, où on peut customiser à l'infini son sac uniquement en partenariat avec du digital. Donc la fameuse expérience client, elle peut se déplacer, parce que le luxe, c'est vraiment vous accueillir comme un VIP, et vous retrouver vraiment dans votre acte d'achat. Mais on peut quand même transférer beaucoup d'émotions, beaucoup de choses aussi au niveau du digital. C'est tout à fait possible. Et le digital ne peut pas se passer de contact humain. Donc presque, plus on va loin dans le digital et plus les possibilités sont infinies, plus on ressent aussi un besoin de se connecter. Et c'est sur cette base aussi qu'existent des plateformes comme Appirir. Quand on est un pure player ou un site internet, on a besoin de se connecter avec ses clients. Alors peut-être pas tous les jours pour investir dans un réseau de boutiques, mais certainement pour rencontrer ses clients, pouvoir leur parler, pouvoir échanger, pouvoir se réunir comme on fait ce soir. Et ce qui est physique devient presque plus précieux et plus qualitatif parce que plus rare. Donc on réajuste les choses là où elles sont le mieux. Mais le contact humain reste important même avec le digital. Merci à toutes les quatre d'avoir répondu à la question. Peut-être nous avons des questions dans le public. On a tout dit. Tout a été dit déjà. Ou une intervention. Bonjour, Étienne Lecoeur, je suis consultant indépendant et à vous écouter, merci déjà pour ces témoignages très riches, à vous écouter, j'ai le sentiment que le luxe a vraiment muté. Est-ce que on parle toujours de luxe? Je pense notamment par exemple à l'initiative de Lisa sur Boro, où en fait tout devient accessible à tous. Et c'est très bien, c'est la démocratisation. J'y suis plutôt favorable d'un point de vue personnel. Mais est-ce que on reste du coup dans l'essence même initiale du luxe, qui était un petit peu une certaine exclusivité, quelque chose qui est inatteignable pour la plupart? Voilà. Est-ce qu'on parle encore de luxe au sens de la même manière qu'on en parlait il y a 10 ans, de ce point de vue-là? Et Hélène a son avis sur la question aussi. Alors, c'est deux manières d'aborder le luxe qui sont différentes et qui convergent vers quelque chose que les deux réseaux essayent de faire.
c'est que nous, ce qu'on propose, c'est pas de la possession. Ce que les marques de luxe proposent, il y a un côté très statutaire, qui était un concept très fort dans les années 90. Et posséder un bien de luxe, c'était montrer qu'on appartenait à cette élite et que voilà, je suis arrivé là parce que je possède une telle voiture ou telle bague ou je porte tel vêtement ou tel sac. Et les consommateurs sont de moins en moins intéressés par ce côté statutaire. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est une expérience de luxe. Donc, on va proposer voilà, cette robe Elie Saab d'un créateur exceptionnel libanais. J'en ai besoin parce que je suis invitée à telle occasion et je vais pouvoir me permettre ça pour un moment donné. Néanmoins, j'ai pas ni le style de vie ni le budget pour vivre cette expérience de manière quotidienne. Donc c'est un peu deux types de populations différentes. Ça démocratise, certes, c'est pas l'objectif des marques de luxe, c'est le nôtre. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question peut-être ou Hélène? Oui, non, j'ajouterais juste sur les questions de la définition du luxe. Enfin, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'avoir 1000 définitions du luxe, de parler de luxe abordable, de luxe de masse, de luxe premium, de luxe X. En gros, le luxe, ça va être quoi? Ça va être l'attachement à un territoire, ça va être l'exclusivité, l'innovation, la disruption. Et effectivement, aussi bien dans son business model, dans sa façon de fonctionner, il faut qu'il soit disruptif. Donc louer le luxe, c'est quelque chose de complètement innovant, et le luxe continue d'écrire son histoire. Donc il avance aussi avec le progrès, et donc la notion d'expérience aujourd'hui est fondamentale. On ne parle que de ça, donc on a envie plutôt, pour quelqu'un qui a absolument tout acheté, tout possédé, tout eu, il a envie vraiment de quelque chose d'autre, de vivre une expérience. Donc ça correspond aussi bien à un besoin de dire j'ai envie un jour d'être une princesse, et donc je porte la robe Elie Saab, et donc le luxe est bien dans ses fondamentaux de livrer un produit d'exception et un moment d'exception et une émotion extraordinaire, ou alors je veux être un acteur de mon temps aussi, avancer avec cette problématique-là qu'on rencontre et continuer de pratiquer le luxe dans ce qu'il a d'exceptionnel, mais en intégrant justement le côté de la durabilité et de la fin des produits, parce que c'est vrai que la question que vous posez est importante. Est-ce que Vuitton, c'est une marque de luxe? Moi, non. Enfin, si on part du principe de l'exceptionnel, de la rareté, de l'exclusif, la toile damier, on la voit partout. Pourtant, c'est la marque de luxe la plus puissante aujourd'hui et la plus rentable. Mais est-ce que c'est pas plutôt une question de gestion de capitaux? Et donc le luxe aujourd'hui est confronté à cette difficulté-là, et c'est pas pour rien que le luxe se met à la location. Vraiment, c'est pas pour rien. Et au moins, avec ce qu'on propose, on dénature pas les produits. Parce que dans la mode, avant ces nouveaux modes de consommation, c'était toujours plus produire. C'est-à-dire que comme le luxe est inaccessible par essence, se sont créés pléthore de marques qui se sont appelées luxe accessible. Donc qu'est-ce que c'est le luxe accessible ? C'est des marques de créateurs qui sont plus accessibles, donc certainement avec moins d'heures de travail dessus, avec des matières qui coûtent moins cher que celles qui sont utilisées dans le luxe, produits dans des pays certainement à main d'œuvre moins chère que les marques de luxe, mais plus cher que ce qui s'est passé au Bangladesh. Et du coup, ça a créé toujours plus de marques, plus accessibles, mais qui ne sont pas non plus vraiment du luxe. C'est luxe accessible, c'est-à-dire du moyen haut de gamme, comme ça s'appelait avant. Non, mais il y a par rapport à la il y a une notion, et en tous les cas une définition qu'il faut retenir du luxe, c'est que le luxe ne délocalise jamais, sauf s'il ne trouve pas le savoir-faire d'exception dont il a besoin sur son territoire. Ça, c'est une règle absolue. On ne peut pas parler d'une marque de luxe qui va aller délocaliser sa production pour trouver des prix plus intéressants. Forcément, le luxe est totalement attaché à son territoire. Dernière question pour chacune d'entre vous. Comment est-ce que vous pourriez définir en un mot l'avenir du luxe ou du nouveau luxe? Audrey? Un mot, c'est dur. J'hésite entre authentique et consumer-centric. Je pense que je vais garder pas les deux en vrai, mais... Pourquoi authentique? Les deux sont très liés.
authentique parce que je pense qu'il y a des barrières je rapporte toujours ça malheureusement au digital et voilà, mais je pense qu'il y a des barrières c'est tout ce dont on vient de parler en fait, c'est juste pas montrer juste son image, mais être proche de son consommateur, raconter ses valeurs, tout ce qu'il y a derrière, etc. Et du coup, c'est vraiment très lié à Consumer Centric. C'est qu'est-ce que attend vraiment mon consommateur et je vais lui donner et je vais être transparent. Voilà. Hélène ? Moi, je répéterai mon mantra. Je dirais que le luxe, pour moi, il sera durablement désirable. Isa ? Expérience, mais j'en ai déjà parlé largement. Et au-delà de ce qu'on propose, c'est ce que cherchent aussi les marques de luxe, parce que qu'est-ce qu'on veut quand on a les moyens de tout s'acheter matériellement, ce sont des expériences que justement l'argent ne peut pas acheter. Et ça, c'est le summum du luxe. Et les marques de luxe elles-mêmes essayent de créer ce genre de choses. Et innovation, bien sûr. Lydia ? Moi, je dirais transparence. Et les 10 ans de Phoebe Philo chez Céline. Pour le souvenir. Très bien. Une deuxième question en public. Bonsoir. Je voudrais juste savoir, quand vous parlez de développement durable justement dans le luxe, qu'est-ce que vous pensez des marques, surtout en horlogerie, qui préfèrent finalement détruire leur stock, donc racheter déjà leur stock, le détruire, juste pour justement préserver leur image. Et donc là, comment on fait pour éviter une surproduction? Est-ce que les marques aujourd'hui ont conscience de ça et aimeraient aborder justement la production d'une manière différente? Est-ce qu'elles ont des méthodologies de travail qu'elles aimeraient appliquer pour justement ne pas avoir un surstock et se retrouver avec beaucoup de poubelles finalement qui servent à rien? Merci. C'est une question majeure que vous posez, fondamentale. Pourquoi elles détruisent? Forcément parce que pour préserver l'exclusivité, ne pas galvauder la marque. Bien entendu, le problème qu'on a évoqué sur la véritable définition du luxe, c'est qu'on a eu à faire face aussi à une forme de luxe à la mode, enfin toutes ces définitions, toutes ces extensions du luxe, à savoir faire des petites collections éphémères pour répondre aux effets de mode, et du coup se retrouver avec des surplus de production, parce que autant on maîtrise le cycle de vie d'une pièce iconique dans une marque de luxe, on sait très bien qu'un Kelly ou X ou Y, en tous les cas, non seulement va se vendre, mais va être conservé de très nombreuses années, autant sur les collections capsules, les petites choses, on se retrouve avec ce surplus-là. Donc, bien entendu, quand dans un contexte qui touche tout le monde entier de raréfaction des matières premières, de difficulté d'accès, par exemple, au cuir, du fait des réglementations sur le cuir, du véganisme, on a toutes ces choses-là, les marques travaillent véritablement de manière très sérieuse sur la gestion, la rationalisation des productions et l'allocation, justement. C'est une façon très claire aussi pour elles de récupérer de l'information sur les produits qu'elles vont mettre en location pour savoir finalement ce qui va plaire et perdurer dans le temps, et du coup ça va driver chez elles l'évolution de leur collection et rationaliser ce qui risque de ne pas se vendre. Donc c'est exactement, parfaitement le bon cycle pour justement éviter ce genre de destruction. Pardon, mais c'est pas Kering qui a justement développé toute une procédure de recyclage et qui a même mis ses méthodes en open source pour inspirer d'autres marques? Le IPNL dont je parlais, mais là c'est un compte de résultats environnemental où ils ont simplement mis en ligne pour l'intégralité de la sphère mode le bilan environnemental de toutes les matières premières qu'ils utilisent. Je crois qu'ils avaient fait quelque chose sur le recyclage aussi. Mais ils recyclent tous. Tous passent au lean management, enfin voilà. Et il y a, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est assez crucial pour les marques de luxe et qui est un sujet responsabilité sociale d'entreprise, qui est un sujet qu'Hélène connaît très bien. Déjà, il y a eu une banalisation des produits sur Internet, parce que comment faisaient les marques de luxe pour écouler des invendus ou des surplus de stock avant? C'était en organisant des ventes ultra privées pour le salarié ou quelques partenaires triés sur le volet. Mais ces produits-là se sont retrouvés sur des plateformes comme Vestiaire Collective, etc. Ils ont dû lutter contre ça. Donc déjà, ce système-là s'est retourné contre eux, ça a déjà été banalisé.
Et en plus, la responsabilité sociale d'entreprise et le développement durable a été un sujet qui a été pris par toutes les grandes maisons en interne, et elles travaillent toutes sur comment arrêter de juste détruire les choses et les brûler, mais comment faire autrement, soit travailler avec des partenaires, soit à minima le recyclage des matières. Et ça, c'est un sujet qui est pris par les marques et qui est fait depuis plusieurs années, notamment par Hermès, qui a une initiative qui s'appelle Petit H, qui fait travailler tous les métiers et qui fait des ventes d'exception en mélangeant le métier du cuir, le métier du cristal avec Saint-Louis, le métier de la soie, et qui fait des collaborations avec des artistes qui prennent des chutes des différents ateliers et qui font des créations originales. Et c'est là où on voit que le développement durable peut être luxueux, c'est que ces produits qui sont réalisés par Petit H d'Hermès sont vendus lors de ventes exceptionnelles dans les différentes boutiques du monde à des prix qui sont les prix du luxe, à 25 000 € le sac Birkin recyclé, etc., etc. Oui, mais elles sont déjà maintenant. Petit H est installé au même rang que Hermès. Et juste pour finir là-dessus, Pascale Mussard, la directrice artistique de Petit H, elle appelle toutes ces chutes de production des matières endormies. Et ça, c'est un très beau, très joli nom. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelait déchets devient des matières endormies. Et aujourd'hui, c'est véritablement là-dessus qu'on va. Espérons que le luxe sera encore plus responsable à l'avenir. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Merci. Merci surtout à Audrey, Hélène, Lisa et Vidia d'avoir accepté notre invitation pour cette première Underground Session de 2018. Merci aux propriétaires de ce très bel espace de nous avoir accueillis aujourd'hui, et merci à Manon, à l'équipe pour l'organisation. Je vous propose de poursuivre ce débat, cet échange avec nos invités autour d'une coupe de champagne. Merci.